C'est une question de principe. Aidez-vous les peuples et les pays à se défendre. Surtout lorsque vous pouvez le faire sur une base légale et éviter toute forme de représailles des États-Unis. Ou bien faites-vous ce que croient ceux qui sont si idéalistes, qu'il suffit de faire exploser le monde et que, d'une manière ou d'une autre, cela mènera à un meilleur résultat. La Chine va choisir l'option qui lui profite tout en apportant des avantages à ses partenaires. C'était dans le Jerusalem Post. Vous savez, bien souvent nous apprenons l'existence de cette coopération grâce aux sionistes, aux impérialistes. Tout cela est très concret et en même temps incroyablement utile. Intégrer des radars, des chaînes de production, aider l'Iran à déplacer ses systèmes de missiles sous terre. Je veux dire, c'est une aide très pratique, Ben, qui aide l'Iran à maximiser ses propres capacités et à maintenir la relation sur un pied d'égalité, ce qui est fantastique. Je pense que c'est l'une des grandes priorités pour tous les pays concernés, y compris l'Iran. Nous ne voyons pas l'Iran supplier la Russie et la Chine pour un soutien militaire, au-delà, vous savez, de transferts de technologies très concrètes. Et je pense que c'est intentionnel. Non, je pense que tu l'as très bien dit. Les gens supposent que tous les gouvernements fonctionnent comme celui des États-Unis, où les États-Unis annoncent simplement tout ce qu'ils vont faire. Enfin, parfois les États-Unis n'annoncent pas tout, mais ils en annoncent beaucoup. Les autres gouvernements ne fonctionnent pas de cette manière, surtout le gouvernement chinois. Le gouvernement russe annonce parfois un peu plus. Mais la stratégie du gouvernement chinois repose sur le maintien d'un profil bas, sans annoncer publiquement ce qu'il fait, et en agissant en coulisses. Et je n'ai aucun doute que, surtout au cours de l'année écoulée, après la dernière fois que les États-Unis ont bombardé l'Iran en mai, l'Iran s'est préparé et a obtenu des technologies et des systèmes d'armes, entre autres, de la Chine et de la Russie. Je pense que l'Iran est aujourd'hui bien plus préparé qu'il ne l'était alors. Je ne dis pas que l'Iran était totalement non préparé l'année dernière, mais n'oublions pas ce que j'ai mentionné plus tôt. L'Iran était engagé dans des négociations et il pensait qu'il s'agissait de véritables négociations avec l'administration Trump. Nous savons maintenant que c'était une ruse, une illusion, destinée à maintenir l'Iran relativement non préparé et pris au dépourvu pour cette guerre surprise américano-israélienne. Ils sont bien plus préparés aujourd'hui. Un important contre-coup pour les États-Unis, ce qui est un développement très courant chaque fois que les États-Unis tentent de s'engager dans une guerre qu'ils ne peuvent tout simplement pas gagner. Et je pense que cela va encore plus loin. Cela boucle la boucle, au-delà du simple renforcement du monde multipolaire. Je pense que ce que nous avons vu en Iran, c'est les Iraniens se rassembler de manière massive, peut-être à une échelle plus grande que dans l'histoire récente. Je veux simplement donner quelques exemples de cela. L'anniversaire de la révolution islamique vient d'avoir lieu, le 47e. Et voici une photo montrant combien de personnes étaient dans les rues. On estime qu'environ 30 millions de personnes à travers le pays, soit presque un tiers de la population totale, ont célébré de cette manière. Et puis, je voulais simplement passer cette vidéo que j'ai trouvée très puissante. Je vais devoir la lire car elle n'est pas en anglais, mais je voulais la partager ici. Elle vient de quelqu'un qui s'était autrefois opposé au gouvernement. Et voici ce qu'elle a dit après toutes les émeutes et la guerre par procuration qui ont tué des milliers de personnes en Iran, parrainée par les États-Unis et Israël, et après toutes ces menaces de grève. Voici son message. Elle dit « Je suis avocate et assistante sociale. J'ai aussi été prisonnière politique. J'ai été beaucoup interdite. J'étais aussi une étudiante étoilée. J'ai même condamné les politiques du gouvernement. » Elle poursuit « Mais en ce moment, parce que l'ayatollah Khamenei est en première ligne pour défendre l'Iran, à cause de lui et de l'appel qu'il a lancé,
Je participe à cette marche pour la première fois de ma vie. Donc, ceux qui, en dehors de l'Iran, pensent qu'en imposant des sanctions et en vidant les rues, ils peuvent attaquer l'Iran, dit-elle, devraient savoir que tant que des gens comme moi existent en Iran, ils ne peuvent même pas rêver de venir ici. C'est le sentiment actuel, Ben, en Iran, compte tenu de toutes ces attaques. On observe un renforcement des relations que l'Iran entretient avec ses amis les plus puissants, et à l'intérieur du pays, une consolidation massive du soutien populaire. Cela semble être une recette pour le désastre si quelqu'un tente d'attaquer un tel pays en espérant en tirer un quelconque avantage. Ben, quelle est ta réaction à cela? Oui, j'ai déjà vu ce sentiment exprimé plusieurs fois. Je veux dire, ce n'est pas seulement un individu isolé. Il y a des gens qui peuvent avoir des critiques et des désaccords avec le gouvernement. Mais lorsqu'il s'agit d'être menacés par les États-Unis et Israël, ils vont défendre leur souveraineté. Et ils savent que le gouvernement représente cette souveraineté. Ils doivent être capables d'empêcher les États-Unis et Israël de les envahir et d'imposer une marionnette comme le fils raté de l'ancien dictateur soutenu par les États-Unis, le fils du Shah, Pahlavi. Ils ne laisseront pas cela se produire. Il est extrêmement impopulaire. Et d'ailleurs, il y a eu des rapports selon lesquels le soi-disant prince en exil, Pahlavi, aurait rencontré des responsables du gouvernement américain. C'est pas du tout surprenant. Nous savons depuis des années que le gouvernement américain a essayé de placer cette marionnette au pouvoir. Cet homme a passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis et en Europe. C'est une véritable marionnette. Maintenant, en ce qui concerne les attaques américaines contre l'Iran, un point que j'ai vraiment tenu à souligner dans mon travail, et j'ai publié une vidéo et un article à ce sujet, c'est la guerre économique, qui est si dévastatrice et encore plus meurtrière qu'une guerre militaire conventionnelle. J'espère vraiment que nous ne verrons pas une guerre militaire conventionnelle. Malheureusement, je pense que les États-Unis bombarderont probablement à nouveau l'Iran. Que cela s'étende ou non à une guerre plus vaste, nous verrons, ou si c'est comme la dernière fois où cela a duré, vous savez, 2 semaines, nous verrons. Mais la guerre économique a déjà été très dévastatrice et meurtrière. Tout d'abord, je soulignerai qu'une étude universitaire récente, évaluée par des pairs et publiée dans The Lancet, la principale revue médicale, a conclu que les sanctions illégales imposées par les États-Unis et l'Europe sont responsables d'environ 560 000 décès par an en moyenne au cours des dernières décennies. Nous parlons donc de dizaines de millions de morts au cours des dernières décennies à cause des sanctions occidentales illégales contre l'Irak, l'Iran, Cuba, le Venezuela, la RPDC, le Zimbabwe et l'Érythrée. Ces pays souffrent de ces sanctions illégales depuis si longtemps. N'oublions pas que sous l'administration Clinton, la secrétaire d'État était la criminelle de guerre Madeleine Albright. Elle a été célèbrement interrogée dans une interview à 60 minutes au sujet d'un rapport indiquant que 500 000 enfants irakiens étaient morts à cause des sanctions américaines illégales contre l'Irak. Cela s'expliquait par le fait qu'ils ne pouvaient pas obtenir de médicaments, de matériel médical ni même de nourriture. Ainsi, un demi-million d'enfants sont morts. Et le journaliste a demandé à Madeleine Albright, « Le prix en vaut-il la peine ?» Et Albright a répondu, « Oui, le prix en vaut la peine. » Donc il s'agit d'une secrétaire d'État américaine en exercice, en direct à la télévision, disant « Oui, nous avons affamé et tué un demi-million d'enfants pour notre empire. » Et nous pensons que c'est justifié. Ce n'est pas une nouvelle politique. Cela dure depuis des décennies maintenant. Et l'Iran a souffert de ces sanctions, tout comme Cuba et le Venezuela.
Je sais que plus tard, tu veux parler du blocus barbare et médiéval que les États-Unis ont imposé à Cuba pour tenter de tuer autant de civils cubains que possible. Totalement médiéval, démoniaque, immonde, une monstruosité répugnante que les États-Unis perpètrent là-bas. Eh bien, en Iran, ce n'est pas aussi extrême, mais c'est tout de même assez dévastateur. Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor des États-Unis, a déclaré publiquement à plusieurs reprises que les États-Unis tentaient de faire s'effondrer l'économie iranienne. C'est le terme qu'il a employé. Il a dit qu'ils essayaient de faire chuter la monnaie iranienne, le rial, pour la rendre sans valeur, pour détruire le pouvoir d'achat de 93 millions d'Iraniens. Ce n'est donc pas seulement une question de gouvernement, n'est-ce pas? Si vous êtes iranien, vous êtes payé en rials, pas en dollars. Votre salaire est en rials. Donc si l'objectif des États-Unis est de détruire le pouvoir d'achat du rial, ce qui est l'objectif déclaré selon Mnuchin, et qu'il s'est vanté d'avoir provoqué toute cette inflation en Iran, ce dont il se vante, c'est de détruire le pouvoir d'achat des Iraniens ordinaires et de rendre leur salaire sans valeur. Et puis Brian Hook s'est attribué le mérite des manifestations, les émeutes et protestations très violentes en Iran. Il a déclaré que c'était parce que nous avons effondré l'économie iranienne. Donc, encore une fois, c'est tout simplement barbare. C'est les États-Unis qui mènent une guerre économique de la terre brûlée pour tenter de détruire l'économie iranienne, en partant du principe que si l'on fait souffrir la population par la faim, les pénuries et une forte inflation, alors le gouvernement finira par tomber. Mais dans certains cas, ce qui se produit en réalité, c'est que cela pousse les personnes critiques envers le gouvernement à se rallier au drapeau, à soutenir le gouvernement, comme cette femme que nous avons vue dans la vidéo. Parce qu'elles comprennent que, malgré leurs différends avec le gouvernement, l'État agit pour défendre leur souveraineté et qu'elles ne veulent pas être colonisées ni contrôlées par une puissance étrangère. Et tu as mentionné plus tôt, Ben, Starlink. Tu sais, il vient tout juste d'y avoir un rapport publié dans le Wall Street Journal pendant que nous parlons. Le rapport indiquait qu'il s'agissait d'une opération américaine. 6 000 terminaux Starlink ont été envoyés en Iran pendant toute la soi-disant répression des manifestations. Les émeutes, qui, selon le média israélien Inet, ont fait plus de 3 000 morts. L'Iran a toutes les raisons de faire tout ce qu'il peut pour préserver sa souveraineté. Je veux dire, l'un des capitalistes les plus riches du monde a littéralement essayé de faire passer ces terminaux par le gouvernement américain. Et tout cela faisait partie intégrante de ce que Scott Bessent a reconnu, à savoir que les États-Unis ont tenté de couler l'économie et la monnaie iranienne afin de provoquer un changement de régime. Et maintenant, on dirait que tout cela a été oublié et qu'on ne parle plus que d'un accord nucléaire. Oui, eh bien, encore une fois, ce n'est pas vraiment seulement un accord nucléaire, c'est une capitulation. Les États-Unis veulent que l'Iran abandonne les Palestiniens, renonce à sa politique étrangère et devienne totalement docile, comme ce que les États-Unis essayent de forcer le Venezuela à faire. Les États-Unis ont littéralement dit au Venezuela, vous devez rompre vos liens avec vos partenaires les plus importants, la Chine, la Russie, l'Iran et Cuba. C'est scandaleux. Les États-Unis veulent appliquer la soi-disant doctrine Monroe au monde entier. C'est la stratégie de la politique étrangère américaine. Une doctrine Monroe mondiale, une dictature mondiale contrôlée par les États-Unis. Et en ce qui concerne l'Iran et Starlink, c'était un rapport très drôle quand je l'ai vu, parce que je suis sûr que tu as vu ça, Danny. Il y avait tous ces idiots. Je ne vais même pas tourner autour du pot. Ce sont juste des idiots complets qui affirmaient que, c'était des manifestants et des dissidents iraniens qui, par un incroyable tour de force, avaient réussi à réunir de l'argent et à acheter des milliers de terminaux Starlink. Ah oui, bien sûr.
parce qu'ils ont des dizaines ou des centaines de millions de dollars qui dorment quelque part. Non, il faut littéralement être un enfant ou un parfait imbécile pour croire à ces absurdités. C'était le récit qu'on nous a servi pendant quelques semaines. Et puis les médias israéliens ont dit « Ah oui, au fait, c'était le gouvernement américain ». Évidemment. Encore une fois, cela montre qu'on ne peut pas croire la moitié de ce qui se dit dans les médias occidentaux à propos de l'Iran ou de n'importe quel autre de ces pays. Et les soi-disant journalistes qui répétaient ces histoires auparavant étaient, encore une fois, des propagandistes. Ce sont des sténographes du gouvernement américain. S'ils croyaient vraiment que les Iraniens collectaient de l'argent pour acheter ça, c'est tellement stupide. Oui, oui. Oui, via Starlink, même si tu es sanctionné jusqu'à la moelle. Oui, exactement. En réalité, tu n'as pas accès à Starlink, sauf s'il y a une exception accordée. Et la seule exception possible, c'est dans le cadre d'une opération. Donc c'est la seule façon, non? Parce que Elon Musk ne va certainement pas risquer de violer les sanctions américaines. Impossible. L'a-t-il déjà fait auparavant? Non. Et il est payé. Il ne va pas offrir ça gratuitement. J'ai mentionné plus tôt que Starlink avait fourni cette technologie à l'Ukraine, à l'opposition vénézuélienne d'extrême droite et à l'Iran. Mais je suis sûr que le gouvernement américain payait pour cela. Elon Musk, c'est le milliardaire oligarque le plus riche du monde. Je veux dire, il ne fait rien gratuitement. Bref, pour revenir à cette question de l'Iran, c'était tellement évident que c'était une tentative de renverser le gouvernement iranien. Et la différence avec Trump, c'est qu'il ne cache jamais ce genre de choses. Les dirigeants américains précédents, surtout les démocrates, parlent de démocratie, de droits de l'homme et de toutes ces absurdités, et disent « Oh, vous savez, nous ne sommes pas impliqués ». Trump s'en vante. Trump, pendant ces émeutes violentes et cette insurrection, je veux dire, un journaliste israélien a admis qu'un pays étranger fournissait des armes à ces insurgés violents en Iran pour tenter de renverser le gouvernement et de tuer les forces de sécurité. Il n'a pas nommé le pays, mais il n'est pas nécessaire de spéculer. Ce sont évidemment les États-Unis et Israël qui fournissent des armes à ces extrémistes iraniens, ces insurgés, pour renverser le gouvernement. Et c'est pour cela qu'il y a eu tous ces rapports sur le nombre de morts en Iran et sur la mauvaise traduction des propos d'Ali Khamenei, qui a déclaré qu'il y avait environ 3000 morts au total. Ce ne sont pas seulement des émeutiers et des manifestants. Cela inclut des centaines de membres des forces de sécurité. Nous ne savons même pas combien ont été tués par ces insurgés soutenus par les États-Unis et Israël, armés, selon un journaliste israélien, d'un grand média israélien. Et ensuite, les États-Unis dépensent on ne sait combien d'argent, en collaboration avec la CIA et d'autres, pour envoyer Starlink en Iran afin de coordonner les opérations, exactement comme ils le font en Ukraine. Il s'agit donc d'une guerre de basse intensité que les États-Unis et Israël mènent contre l'Iran. Et si vous croyez à cette propagande enfantine, à ce récit occidental, selon lequel il ne s'agit que de manifestants pacifiques et d'un régime maléfique, avec le méchant à la moustache qui, à Téhéran, tire sur les manifestants parce qu'il est assoiffé de sang et aime tuer des innocents, si vous croyez cela, c'est que vous vous êtes fait une lobotomie. Vous n'êtes pas sur la planète Terre, vous êtes sur Mars, vous ne comprenez rien au monde. Heureusement, je pense que beaucoup de gens voient désormais clair à travers cette propagande, surtout ceux qui se souviennent des mensonges sur la Libye en 2011, puis des mensonges sur les soi-disant manifestants pacifiques et rebelles modérés en Syrie, qui se sont finalement révélés être Al-Qaïda. Et maintenant, le dirigeant de la Syrie est littéralement le chef d'Al-Qaïda. Je ne plaisante pas. Le dictateur non élu de la Syrie aujourd'hui, soutenu par l'Occident, était le chef d'Al-Qaïda et il a fait partie de l'État islamique.
Alors, si quelqu'un croit encore à cette propagande ridicule sur un régime maléfique tirant sur des manifestants pacifiques, je suis désolé, mais vous vivez dans une grotte depuis 20 ans. Et si vous y croyez encore à ce stade, il n'y a plus d'espoir. Vous devez aussi penser qu'Israël se défendait à Gaza. C'est le niveau de lobotomie que vous vous êtes infligé. Oui, ce que je trouve vraiment intéressant chez Donald Trump lui-même, c'est la façon dont il a littéralement, enfin, on a diffusé l'extrait de J.D. Vance, où il dit non, nous ne sommes pas pour un changement de régime. Alors qu'en réalité, il parlait de se débarrasser il parlait du fait que cela avait été délibérément divulgué dans les médias, que les États-Unis voulaient une frappe rapide et éliminer tous les dirigeants de l'armée et du gouvernement iranien. Et pourquoi cela a-t-il été rendu public? Eh bien, il voulait que les gens sachent qu'il n'y aurait pas de grande guerre. Mais N'oublions pas que l'année dernière, Trump a publié sur Truth Social, son propre site web, un message appelant à un changement de régime. Il a littéralement utilisé le terme « changement de régime » et il utilise le slogan « rendre l'Iran à nouveau grand ». Il ne cesse de le répéter. au lieu de ce qui se passe habituellement aux États-Unis, vous savez, dans le monde de l'establishment de la politique étrangère néoconservatrice, où ils essaient de nous mentir en face, ou de dresser un tableau pour nous convaincre de soutenir une opération de changement de régime, on a maintenant Donald Trump qui fait exactement ce que tu disais, Ben. Et puis, quelques semaines plus tard, quand ça ne fonctionne pas, le récit change. N'est-ce pas? Eh bien, nous aimons les discussions. Nous voulons simplement parler. Nous sommes tout à fait favorables à un accord. C'est une capitulation. Il continue d'essayer d'imposer ses exigences intransigeantes qui ne seront jamais acceptées par l'Iran, et il ne cesse de les marteler. Mais c'est tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas vraiment pour un changement de régime. C'est comme une dissonance cognitive constamment exhibée devant nous pour, je pense, détourner l'attention. Parce que lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, cela ne donne pas une très bonne image de l'empire exceptionnaliste dirigé par l'un des présidents les plus ouvertement arrogants que nous ayons eus depuis des générations. Non, je suis d'accord avec toi, tu l'as très bien dit. Avant de continuer, Ben, je voulais te poser une question. On parle beaucoup de l'Iran. Que peut faire l'Iran? Comment l'Iran peut-il se défendre? Mais je pense que lorsque les États-Unis sont au bord de la guerre, lorsqu'ils s'apprêtent à mener une opération quelconque, lorsqu'il y a une montée en puissance autour d'un sujet comme celui-ci, il peut y avoir presque une surestimation. Les États-Unis ont un long passé, beaucoup de morts, beaucoup de victimes. De nombreuses personnes ont été tuées par l'Empire américain, mais je pense qu'on surestime souvent ce que l'Empire américain est réellement capable de faire. Et maintenant, nous voyons certains développements où des choses routinières se produisent, mais nous savons que les États-Unis imposent un blocus à l'ensemble des Caraïbes, de l'Amérique du Sud, des océans et des eaux qui les entourent. Et tu as simplement des incidents comme celui-ci, où ils occupent tellement d'espace qu'ils finissent par se rentrer dedans, littéralement en collision les uns avec les autres. Mais ensuite, tu as tout simplement de l'incompétence pure et simple, non? Tu as cet empire gonflé d'hubris, Ben, et il a tendance à commettre beaucoup d'erreurs. Lorsqu'un empire offensif ne sait vraiment que tuer des gens, il rencontre beaucoup de problèmes dès qu'il doit réellement faire quelque chose ou réagir à une situation. Et ici, nous avons l'armée qui utilise des lasers à haute énergie pour abattre ce qui semblait être des drones étrangers près de la frontière sud des États-Unis. Et l'objet volant s'est avéré être un ballon de fête. Un ballon a été abattu. Ce qui n'est pas mentionné là,
un peu comme tout le scandale du ballon espion chinois dont tu te souviens sûrement, Ben, c'est que ça coûte énormément d'argent. L'incident du ballon espion, je crois, a coûté à l'administration de Joe Biden entre 3 et 5 millions de dollars de l'argent des contribuables américains. Celui-ci, même s'il a coûté moins cher, a probablement tout de même approché le million de dollars, vu ce que le complexe militaro-industriel américain facture de nos jours. Alors, que penses-tu de la position impériale globale des États-Unis dans le monde en ce moment? Il semble qu'ils s'engagent dans des guerres où, face à l'Iran, à la Russie, puis à la Chine, les choses sont bien plus complexes, et les limites de cet empire paraissent plus visibles qu'auparavant. Oui, je suis content que tu aies mentionné l'incident du ballon sous l'administration Biden, où, encore une fois, nous avons été bombardés de propagande et de médias affirmant que la Chine avait intentionnellement envoyé un ballon espion au-dessus des États-Unis. Parce qu'apparemment, la seule façon pour la Chine d'obtenir des renseignements sur les États-Unis serait avec un ballon météorologique. C'était totalement absurde. Il y a eu cette paranoïa et cette hystérie insensée dans les médias pendant quelques jours. Ils l'ont abattu avec des missiles, puis l'armée américaine a ensuite admis que c'était en réalité une erreur, que le ballon météorologique avait simplement été dévié de sa trajectoire et que la Chine n'essayait pas intentionnellement d'espionner les États-Unis. Et maintenant, on voit encore une fois cette hystérie ridicule avec eux en train d'abattre un ballon de fête. Tu sais, on peut aussi voir les choses de manière plus cynique. Quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Les États-Unis dépensent 1000 milliards de dollars par an pour l'armée. Trump veut maintenant porter ce chiffre à 1,5 billion par an. Et je pense qu'il y parviendra, car il y a des va-t-en-guerre dans les deux partis. C'est une question bipartisane. Les démocrates comme les républicains soutiennent toujours l'augmentation du budget militaire. Donc je n'ai aucun doute qu'il y arrivera. Et quand ce sera le cas, les États-Unis dépenseront plus pour leur armée que tous les autres pays du monde réunis, à l'exception de la Chine. Donc, tous les pays de la Terre, sauf la Chine, tout ce qu'ils dépensent pour leurs armées réunies, cela reste inférieur à ce que les États-Unis dépensent. Totalement fou. Mais bref, pour revenir à cette question de peur et d'incompétence, quand on entoure littéralement le monde entier de 800 bases militaires étrangères, cela représente énormément d'énergie et de ressources. Et parfois, on devient négligent et imprudent. Cela nous ramène au point que je n'ai cessé de souligner tout au long de notre discussion aujourd'hui. Les États-Unis sont vraiment doués pour bombarder et attaquer de petits pays incapables de se défendre, renverser leur gouvernement, semer le chaos et la destruction, puis simplement rentrer chez eux en disant « Bon, maintenant, c'est votre responsabilité ». Cette année marque le 15e anniversaire de la destruction de la Libye par l'OTAN, dirigée par les États-Unis. L'OTAN a redoré son image en raison de la guerre en Ukraine. Mais le Sud global n'a pas oublié que l'OTAN a détruit la Libye, le pays le plus prospère d'Afrique, avec le niveau de vie le plus élevé, un pays pacifique. Depuis, la Libye est devenue un État en faillite, en proie à une guerre civile persistante, avec 2 gouvernements rivaux et aucune autorité centrale unifiée. Des marchés d'esclaves à ciel ouvert sont apparus en Libye, vendant des réfugiés d'Afrique subsaharienne comme esclaves. C'est la grande victoire de l'OTAN et de l'Occident en Libye. Et maintenant, vous savez, les États-Unis menacent l'Iran, menacent Cuba, ils ont déjà attaqué le Venezuela et il y a une réelle possibilité qu'ils attaquent à nouveau le Venezuela. Je ne cesse d'insister sur ce point, mais il est tellement important. S'il y a une seule chose que les gens doivent retenir de ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que l'Empire américain est très doué pour détruire des pays étrangers, les bombarder, saboter leurs économies, leur imposer des sanctions dévastatrices.
L'Empire américain est en revanche incapable de créer une véritable stabilité. Et bien sûr, je ne pense pas que les États-Unis se soucient de la stabilité dans les régions qu'ils déstabilisent. La déstabilisation leur convient très bien. Les États-Unis préfèrent avoir une région déstabilisée plutôt que des gouvernements indépendants qui résistent à leur empire mondial. Nous l'avons vu en Syrie, en Libye, en Irak, en Afghanistan. Les États-Unis n'ont aucun problème avec l'instabilité, le chaos et le développement, car cela est aussi, vous savez, très rentable pour le complexe militaro-industriel américain. Et maintenant que les États-Unis font la même chose en Amérique latine, cela va provoquer encore plus de répercussions chez eux, car les États-Unis ont surtout au cours des dernières décennies bombardé et déstabilisé des pays d'Asie occidentale et d'Asie du Sud, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Yémen, la Syrie. Vous savez, cela a provoqué une crise massive des réfugiés. Et beaucoup de ces réfugiés et migrants, peut-être pas la majorité, mais un grand nombre, sont allés en Europe. La plupart d'entre eux ont fini par se rendre en Iran, en Turquie et au Pakistan. Mais beaucoup d'entre eux, des millions, sont allés en Europe et ont provoqué une crise des réfugiés, ce qui a également conduit à la montée de mouvements politiques d'extrême droite. Aujourd'hui, les États-Unis déstabilisent à nouveau le Venezuela et mènent ce siège barbare, d'un autre âge, contre Cuba pour tenter de détruire l'économie cubaine, pour affamer des millions de civils cubains. Et cela va probablement engendrer une autre crise massive de réfugiés. Les États-Unis ont été très efficaces pour déstabiliser des pays à l'autre bout du monde. Et maintenant, ils le font plus directement dans l'hémisphère occidental, en supposant une fois de plus, avec arrogance, qu'il n'y aura aucune conséquence.